Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci d'être au rendez-vous de ce journal de l'économie. Bienvenue à tous. Face à la crise que traverse la filière café au Kenya, le gouvernement a annoncé sa volonté de mettre sur pied un fonds de stabilisation du café, et ce en vue de revivifier ce secteur clé. La Banque centrale du Nigeria maintient ses principaux taux directeurs. L'objectif de l'institution est de soutenir la croissance économique. Nous parlerons dans ce journal des hydrocarbures. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole veut discipliner ses troupes. Ouvrons cette édition par le Nigeria. Pour favoriser la reprise économique du pays, le gouvernement a mis en place une série de mesures pour redynamiser les activités. S'inscrivant dans une logique d'accompagnement de ces efforts, la Banque centrale a procédé en 2020 à la baisse de son principal taux directeur. Ceci devrait permettre de stimuler les crédits et de favoriser l'activité économique. Les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Nigeria ont voté pour le maintien des différents taux de l'institution. C'est ce qu'a annoncé le gouverneur de la banque dans un communiqué le 25 mai. Selon le responsable, la banque a pris la décision de maintenir son principal taux directeur à 11,5% pour la 5e fois consécutive depuis son abaissement en septembre 2020. Cette décision est justifiée par la détermination de l'institution à accompagner la reprise économique après des résultats assez encourageants ces derniers mois. En effet, avec l'assouplissement des mesures liées à la prévention de la propagation du coronavirus, des activités essentielles comme la production de brut ont pu reprendre, favorisant une légère croissance économique de 0,5% au cours du premier trimestre. Dans ce sens, l'autorité a indiqué que le comité reste très largement engagé à soutenir les efforts du gouvernement fédéral pour assurer la restauration complète de la capacité de production de l'économie nigériane. En outre, la banque a annoncé qu'elle comptait maintenir la constance pour les autres paramètres relatifs au financement. Le ratio de réserve de trésorerie a donc été maintenu à 27,5% et celui de liquidité est resté à 30%. Il faut préciser que cette décision intervient après que la banque a annoncé l'adoption d'un nouveau taux de change de 410,25 naira pour $1. Ces différentes mesures s'inscrivent dans le cadre d'une politique permettant au Nigeria de relancer son économie après l'impact de la Covid-19 sur les rendements économiques. Le consortium Franklin Finexem, recruté en décembre 2020 afin d'aider la Mauritanie à gérer sa dette extérieure, vient de révéler que le niveau d'endettement du pays est de l'ordre de 5 milliards de dollars, soit plus de 60% du PIB de la Mauritanie qui est estimé à 7 milliards 448 millions. Le groupement vient d'entamer la seconde étape de sa mission qui consiste à élaborer pour la Mauritanie la meilleure stratégie de négociation de sa dette extérieure. Il faut dire que l'économie mauritanienne a été fortement impactée par la pandémie du coronavirus. Le commerce en 2020 par rapport à 2019 y a enregistré une chute de 9%, le transport une baisse de 3%, l'activité manufacturière un taux négatif de moins 4% et la pêche, le second pilier de l'économie, un taux de moins 5%. Au Kenya, la filière café traverse une crise. Si la fève a été pendant longtemps l'un des moteurs du secteur agricole, elle fait désormais face à un certain désamour. Les autorités multiplient les initiatives pour résoudre ce problème. L'exécutif envisage d'installer prochainement un fonds de stabilisation en faveur de la filière café. Précision.
Le fonds de stabilisation du café va permettre de soutenir les exploitants de la graine en cas de chute des prix internationaux en leur garantissant un prix de base couvrant leurs coûts de production. Il devrait également favoriser les investissements dans le sous-secteur afin de stabiliser les revenus perçus par les producteurs. Ce dispositif spécial devrait être géré par un conseil et alimenté par des contributions financières publiques. Globalement, ce projet fait partie d'une loi plus générale sur la filière en cours d'examen au Parlement et qui a pour objectif général de relancer le secteur. Sur ces dernières années, le café a perdu en attractivité chez les producteurs kenyans en raison de la baisse des coûts mondiaux liés à la surproduction du côté du Brésil et du Vietnam. De nombreux producteurs lui préfèrent désormais des cultures comme l'avocat et la noix de macadamia qui sont plus rentables et nécessitent moins d'investissement en eau notamment. Déjà en 2020, le gouvernement avait mobilisé une enveloppe financière de 2,7 milliards de shillings, 27 millions de dollars, afin d'aider les producteurs à disposer à l'avance d'un fonds de roulement pour leurs activités. Rappelons que le Kenya est le 4e producteur du café d'Afrique de l'Est derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. Sa récolte annuelle tourne en moyenne autour de 700 000 sacs de 60 kg par an. Le sous-secteur fruits rouges au Maroc, qui bénéficie d'une demande européenne dynamique, continue de battre des records à l'exportation. Plus de 104 000 tonnes en 2020-2021. Au Maroc, la campagne 2020-2021 se déroule bien pour l'industrie des fruits rouges. En effet, d'après les données publiées par l'organisme de contrôle et de coordination des exportations, les expéditions de fruits ont atteint 104 000 tonnes, soit une hausse de 3,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Dans les détails, c'est la fraise qui domine les envois avec 48 600 tonnes, soit près de 47% du total des cargaisons. La seconde place est occupée par la framboise, essentiellement expédiée à l'état frais. Le volume du fruit a atteint 32 000 tonnes contre 29 600 tonnes un an plus tôt. La myrtille vient en dernière position avec un stock de 23 400 tonnes écoulées sur le marché mondial, en grande majorité sous forme fraîche également. S'agissant des débouchés, l'Europe reste la destination par excellence pour l'industrie avec des pays phares comme l'Allemagne, les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni. Les États-Unis d'Amérique, le Japon et le Canada arrivent assez loin derrière. Selon les observateurs, la filière pourrait encore poursuivre sur sa bonne dynamique et battre dans les prochains mois le record de 170 000 tonnes à l'export atteint en 2019-2020. Dans le royaume chérifien, la culture des fruits rouges se pratique sur une superficie de plus de 9 000 hectares, dont les 2/3 sont situés dans la province de l'Arrache. La filière a généré 6,6 milliards de dirhams, soit 738 millions de dollars de devises étrangères en 2019-2020. Parlons maintenant du pétrole. Depuis le début des efforts de l'OPEP et de ses alliés pour réduire la production et l'ajuster en fonction de la demande, plusieurs membres de l'Alliance ont montré leur incapacité à respecter les quotas imposés. Une situation qui met en danger la stabilité recherchée. Reportage. Selon des sources proches de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP, le cartel a exigé des retardataires à l'application de l'accord de production OPEP de soumettre des plans sur la façon dont ils compenseront le surplus d'offres qu'ils ont généré ces dernières semaines. En effet, 10 producteurs du groupe ont pompé plus qu'ils ne devraient, d'après le dernier pacte du 1er mai. Dans le même temps, au terme de la dernière rencontre des ministres du pétrole, tous les participants se sont engagés à atteindre une conformité totale et à combler les déficits d'ajustement antérieurs au cours de la période de compensation qui court jusqu'à fin septembre 2021. La Guinée équatoriale, le Gabon et l'Irak sont parmi ces 10 producteurs qui sont soumis à des plans de compensation. La Russie, le Congo, l'Azerbaïdjan, Brunei, le Kazakhstan, le Soudan et le Soudan du Sud seraient les mauvais élèves de l'Alliance. Leurs plans de compensation du surplus de production sont attendus dans les meilleurs délais. Selon les estimations d'Energy Intelligence, la Russie est le producteur OPEP qui a le plus dépassé son quota de production entre le 1er mai 2020 et le 30 avril 2021.
Ce dépassement est estimé à plus de 80 000 barils par jour en moyenne sur la période. Interpellés, les responsables russes ont répondu qu'un taux de conformité de 95 à 96% est suffisant. Pour sa part, l'Arabie saoudite a, selon des sources concordantes, accepté que les manquements de la Russie puissent être considérés comme le prix à payer pour que Moscou soutienne l'accord. Le ministre irlandais des Finances a déclaré le 25 mai que son pays n'avait pas l'intention d'augmenter son taux d'imposition sur les sociétés, qui est l'un des plus bas au monde. L'Irlande rejette ainsi le projet du président américain Joe Biden de fixer un taux d'imposition mondial d'au moins 15%. Le ministre irlandais des Finances a déclaré que son pays avait des réserves vraiment importantes concernant un taux d'imposition minimum mondial à un niveau tel que cela signifierait que seuls certains pays et certaines grandes économies pourront bénéficier de cette base. Dono a prédit que le pays maintiendrait son taux d'imposition des sociétés à 12,5% pendant de nombreuses années encore. Des négociations sont en cours à l'Organisation pour la coopération et le développement économique à l'initiative de Washington afin de mettre en place un taux d'imposition sur les bénéfices des multinationales qui soit harmonisé avec les différents pays. L'administration Biden a proposé à ses partenaires de l'OCDE de fixer à 15% au moins ce taux plancher, invitant à poursuivre les discussions avec l'objectif d'être ambitieux et d'augmenter ce taux. Le projet porté par l'administration américaine intervient alors que le président des États-Unis cherche à relever sa fiscalité des entreprises afin de financer un plan massif d'investissement. L'OCDE, qui regroupe 36 pays dont l'Irlande, souhaitait jusqu'ici obtenir un accord de principe global lors du G20 Finances des 9 et 10 juillet, puis lors d'une réunion finale en octobre prochain. Allons maintenant en Chine. Les dernières positions prises par le gouvernement contre les crypto-monnaies poussent le secteur à se restructurer au niveau mondial, avec des mineurs qui tendent à quitter l'empire du milieu. La Chine a récemment interdit le minage des crypto-monnaies comme le Bitcoin, c'est-à-dire l'opération informatique qui consiste à authentifier les transactions cryptées qui se produisent sur la blockchain à la base du système en échange d'une rémunération. Menée à l'aide de milliers de serveurs spécialisés et gourmands dans l'énergie, cette activité gère tous les échanges de Bitcoin dans le monde. Avec les dernières annonces hostiles en Chine, plusieurs mineurs y ont interrompu tout ou partie de leurs activités en attendant d'y voir plus clair pour un pays qui représente pourtant plus de la moitié de l'offre de crypto-monnaies dans le monde. Dans la foulée, sous la pression de la demande et face à une possible amputation du marché chinois, les fabricants des serveurs servant au minage sont poussés à se repositionner vers l'Amérique du Nord et l'Asie centrale plus favorable. À titre d'exemple, le Kazakhstan tend à se positionner pour capter ces nouveaux acteurs. Le pays, qui a clarifié sa réglementation de minage de crypto-monnaies l'an dernier, compte stimuler ainsi son économie dominée par le pétrole. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et bonne suite de programme sur Sika TV.